Voilà, bonjour à tous. Je voudrais juste en quelques mots, vous accueillir tous dans cet hôtel du Châtelet, l'hôtel des notaires de la Compagnie de Paris. Donc vous souhaitez la bienvenue pour une matinée co-organisée avec LexisNexis, comme nous en avons l'habitude de façon semestrielle, sur des thèmes qui font, sur le plan juridique, notre actualité. C'est l'occasion pour moi, au nom de la Chambre, à nouveau de nous féliciter et de remercier LexisNexis de ce partenariat très utile, autant dans la presse écrite que dans ce genre de manifestation, particulièrement avec la Chambre, et particulièrement Anne-Laure Monéger, en charge de ce genre de partenariat donc avec les notaires. Donc partenariat très précieux. Aujourd'hui, nous accueillons deux intervenants sur le sujet particulier du fonds de commerce et du droit des affaires, peut-être plus généralement. Et nous sommes très heureux de les accueillir. Ils ont tous les deux un parcours brillant qui mérite qu'on en parle 2 minutes et qui mérite qu'on leur propose de maintenir les échanges avec notre profession de façon régulière. Je ne parle pas de Maître Regaras, naturellement, mais du professeur Malassinier. Donc le professeur Vincent Malassinier qui a passé l'agrégation donc en 2017, hein, c'est bien cela. Je dois dire, mais il ne m'a pas demandé de le dire, qu'il a été reçu très brillamment à cette agrégation, puisqu'il a été major, ce qui, tout le monde le sait, est tout à fait extraordinaire. Et donc, vous avez fait votre thèse en 2016 sur les titres représentatifs, et c'est un essai sur la représentation juridique des biens en droit privé, ce qui évidemment est important pour notre profession. D'une manière générale, nous en discutions tout à l'heure, vous êtes très intéressé particulièrement par le droit des affaires, et je disais que notre profession a besoin de travailler très étroitement avec des universitaires en droit des affaires, puisque nous pratiquons le droit des affaires, nous ne le pratiquons pas assez, mais nous le pratiquons, et nous avons besoin d'avoir des universitaires qui nous montrent un peu le chemin et qui nous entraînent sur les sujets qui sont soit de pur droit des affaires, soit la confrontation du droit des affaires et du droit civil. Et nous en discutions tout à l'heure, il y a de multiples exemples. Interviendra à vos côtés donc notre confrère Fabien Regueras, qui a la particularité d'avoir été dans notre compagnie le premier notaire nommé à l'issue de la nouvelle procédure suite à la libéralisation introduite par la loi Croissance, notaire au Bourget, donc nommé au journal officiel au mois d'octobre, et aujourd'hui donc en activité au Bourget, spécialiste en droit des affaires et soucieux de développer le droit des affaires dans son étude, et qui a été consultant au Cridon de Lyon précisément en droit des affaires. Donc le contenu de la conférence d'aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est la question très importante et difficile de la distribution du prix de vente au moment de la vente d'un fonds de commerce. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup dans la pratique, puisque j'expliquais que les notaires n'aiment pas beaucoup conserver indéfiniment comme ça des prix de vente sur lesquels il y a de multiples pressions qui s'exercent, juridiques, mais pas que juridiques, notamment de la part du vendeur. Et donc tout le monde sera très attentif à vous entendre, d'une part sur le point du droit aujourd'hui, puis également probablement sur quelques orientations pratiques que vous allez nous donner. Voilà, pour terminer, je salue naturellement tous les internautes qui nous suivent sur le web. Vous savez qu'il y a régulièrement beaucoup de notaires collaborateurs, notaires assistants qui nous suivent sur le web, soit en direct, soit de façon différée. Et donc, on les accueille également avec plaisir dans cette conférence. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence qui sera certainement passionnante. Et je laisse la parole à Anne-Laure Monéger. Oui, c'est bon. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, pardon, mon cher maître, Mesdames, Messieurs, merci Bertrand pour cette introduction. Nous sommes nous aussi très fiers de ce partenariat qui est très précieux pour nous parce que ça nous permet d'allier notre rôle d'éditeur juridique, d'éditeur de l'actualité et très en lien avec la pratique notariale. Pour nous, c'est un partenariat très très précieux. Alors une fois n'est pas coutume, c'est pas l'actualité qui a conduit au choix du thème de ce petit déjeuner. C'était plutôt l'idée de faire un point sur une question qui peut paraître classique, mais qui, comme vous le verrez dans quelques instants, est loin d'être simple. Le professeur Saint-Ourens le rappelle dans la préface de l'ouvrage de Maître Rézec. Il indique que le fonds de commerce est bien imprudemment classé dans la catégorie des actes courants de la vie des affaires.
Or, la vente d'un fonds de commerce, je ne vous l'apprends pas, demeure une opération très délicate. Alors, je remercie donc très sincèrement le professeur Vincent Malassigné et Maître Regueras d'avoir accepté en un temps aussi court de nous faire un point sur cette question très sensible et très technique de la distribution du prix. Je crois que c'est un véritable, je ne veux pas vous mettre la pression, mais c'est un véritable challenge. Il y a une présentation qui va passer. Si on ne va pas jusqu'au bout, notamment il y a un exemple chiffré à la fin, évidemment on vous transmettra les documents pour que vous puissiez à loisir vous délecter de ce joli exemple. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, solidarité fiscale, indisponibilité du prix, division tripartite du prix de cession, opposition, avis à tiers détenteur, privilèges divers et variés. On voit que la distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, c'est un parcours qui peut être semé d'embûches pour vous. Et or, qui dit cession de fonds de commerce dit nécessairement distribution amiable ou à tout le moins tentative de distribution amiable. Parce que vous le savez, la loi impose. Elle impose de tenter une distribution amiable avant éventuellement que ne s'engage une procédure de distribution des deniers qui, elle, sera judiciaire. Donc, deux procédures de distribution du prix peuvent se succéder, mais il faudra toujours débuter par une distribution amiable du prix de cession, et c'est sur cette distribution amiable du prix de cession qu'évidemment notre intervention commune portera. Alors dans le cadre de cette distribution, eh bien, vos qualités relationnelles seront essentielles pour convaincre, et notamment convaincre certains créanciers récalcitrants. Mais il faudra également respecter un certain nombre de grands principes, des exigences que l'on peut résumer en trois questions. Tout d'abord, le quand, c'est-à-dire quel est le calendrier que vous devrez tenir, et ce calendrier sera traité par Maître Regueras. Deuxième question, le comment, c'est-à-dire comment on procède concrètement par étapes, le classement, la division tripartite du prix. Il s'agira de la seconde partie, les secondes questions que je traiterai avec vous assez rapidement. Et puis, très brièvement, nous conclurons sur l'échec, finalement. Que se passe-t-il en cas d'échec de cette tentative de distribution amiable? Je laisse la parole à Maître Regueras. Alors, donc sur la question du quand est-ce que le processus de distribution doit s'engager? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le déblocage du prix de vente d'un fonds de commerce s'effectue au vu de la computation d'un double délai. Il y a d'abord un délai d'indisponibilité légale, dont les oppositions prolongent les faits, et un délai de solidarité fiscale. Depuis la loi Macron du 6 août 2015, on rappelle que lorsque l'acte de vente est authentique, il n'est plus nécessaire de procéder à son enregistrement préalable à sa publication au JAL et au BODAC. Ça, ce sont les articles L141-12 et 13 qui ont été modifiés du Code de commerce. Donc ici, les notaires ont clairement une carte à jouer, parce que dans une cession de fonds de commerce, je pense que tous ceux qui en ont pratiqué en sont conscients, la seule chose qui intéresse le vendeur, à peu de choses près, c'est de toucher son prix le plus rapidement possible. Et donc les jours qui sont gagnés, c'est toujours un atout pour la profession. En tout cas, c'est une carte à faire valoir. Souvenez-vous aussi que la loi du 14 novembre 2016 a réintroduit l'obligation de publier la cession dans un journal d'annonce légale. Donc on est revenu à l'ancienne formule. Et il y a eu une modification également des articles 201 et 1684 du CGI en matière de solidarité fiscale. Donc, autrement dit, le prix de vente d'un fonds de commerce est indisponible jusqu'à l'expiration du délai d'opposition, et cette indisponibilité est prolongée lorsque vous avez des créanciers opposants. Alors, je signale rapidement ici quelques points fondamentaux. Lorsque vous recevez avant la vente, donc même après s'il y a eu un compromis, une promesse préalable, une opposition
un ATD, une saisie attribution, un OTD, une saisie conservatoire ou quoi que ce soit, si c'est fait avant la vente, ce n'est pas valable. Vous n'en tenez pas compte, vous l'écartez purement et simplement. En revanche, si jamais vous recevez ces modalités, ces manifestations des créanciers entre la vente et la première publicité, là par contre c'est parfaitement valable. Si un créancier a été informé d'une manière ou d'une autre que le fonds a été vendu, ici il n'a pas besoin spécialement d'attendre que les publicités soient effectuées pour se manifester. Si ici il se manifeste, c'est valable. En revanche, évidemment, les oppositions qui sont postérieures au délai de 10 jours après le BODAC ne sont plus valables, sauf, et là j'insiste ici, si vous recevez un ATD ou une saisie attribution. Là, dans ce cas, le créancier peut participer au processus de distribution, mais l'effet attributif est paralysé, parce que le prix de vente est indisponible, tout simplement. Donc en fait, ce sont des voies d'exécution qui sont reclassées au rang d'opposition. Donc ils vont participer au processus comme n'importe quel créancier opposant. C'est simplement une modalité différente de manifestation. Alors, un autre point sur lequel je pense qu'il est important d'insister, et ça c'est un cas qu'on rencontre assez fréquemment, c'est un créancier qui veut absolument être payé, ou même le vendeur qui veut absolument payer un créancier avant tout le monde, vite, vite, il faut le payer, on a les fonds, il n'y a pas de problème, etc. Là, la règle est simple, il n'est pas possible de payer un créancier avant les autres, même si vous avez les fonds, même s'il vient en premier rang, etc. Si j'ai 100 en comptabilité, je pense que je peux payer 20 tout de suite à un créancier qui insiste, en me disant que je risque rien, ce n'est pas vrai. Parce qu'il peut y avoir tout à fait un créancier de même rang, par exemple, qui va se manifester après, pour 80, dans mon cas, par exemple, et on s'aperçoit ou qui sera primé par un autre. Là, ici, c'est clairement la responsabilité du notaire qui est engagé. Donc, si jamais on s'aperçoit qu'on va s'engager dans un processus compliqué de distribution du prix, qu'on veut vraiment payer ce créancier avant tout le monde pour X raisons, il y a une procédure spécifique qui existe, qui s'appelle le cantonnement. Ici, on va cantonner l'opposition, mais il faut une autorisation du juge. Le juge va autoriser le paiement de cette créance spécifique en dehors du projet de distribution des deniers. Donc voilà, pour fermer la parenthèse et revenir à la distribution du prix proprement dite, il est important ici, pour le notaire, de savoir que vous devez écarter purement et simplement les oppositions qui ne répondent pas aux exigences de forme. Donc maintenant, courrier recommandé AR, acte extrajudiciaire, etc., ou 10 jours du BODAC. Donc le notaire, en fait, n'est pas juge du fond de l'opposition, il est juge de la forme. C'est lui qui doit vérifier si l'opposition est régulière ou pas. Donc si jamais vous avez des oppositions irrégulières, vous n'avez même pas besoin de prévenir le créancier qui s'est mal manifesté, vous ne l'intégrez pas. On peut le faire par courtoisie, mais il n'y a pas d'obligation. Donc passé les délais dont on vient de parler, le séquestre répartiteur, donc ici le notaire, s'il a accepté la mission dans l'acte de vente, est tenu de procéder à la distribution amiable du prix de vente qui va imposer, ça c'est très important aussi, il impose l'accord de tous, du vendeur, de tous les créanciers qui se sont manifestés, même s'ils ne reçoivent rien. À partir du moment où un créancier s'est manifesté convenablement, même s'il a 0 dans le processus, il faut qu'il donne son accord pour recevoir 0. Et de l'acquéreur aussi. Alors ici, c'est une question qui est plus discutée. On ne sait pas. Les motivations de l'accord de l'acquéreur ne sont pas toujours très claires, mais bon, a priori, il faut quand même l'accord de l'acquéreur également. Et un seul refus empêche, en principe, de distribuer, même partiellement, le prix de cession. Maintenant, Vincent, je ne sais pas si tu veux parler de... Si je le précale. D'accord. Donc, comme vous le savez, avant l'entrée en vigueur de la loi Macron, les créanciers devaient impérativement former opposition par acte extrajudiciaire dans les 10 jours de la parution au BODAC. C'est un formalisme qui était imposé à peine de nullité par l'article L141-14 du Code de commerce. Donc, maintenant, attention, il faut faire attention à l'article R141-2 du Code de commerce, qui est issu du décret du 11 mars 2016, qui nous dit lorsque l'opposition prévue à l'article L141-14 est formée par lettre commandée AR, la date d'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier. Ça, c'est très important, donc il faut bien regarder à quelle date il a été expédié et non pas reçu. Donc il faut être très vigilant.
Donc on voit ici que ce nouveau régime facilite les droits des créanciers en autorisant l'opposition par lettre commandée AR, mais le nouvel article, il faut être très vigilant aussi là-dessus, le nouvel article L141-14 n'a pas modifié en revanche lui les énonciations, le contenu, les mentions que doit contenir l'opposition. Donc il faut être très vigilant aussi là-dessus pour vérifier que l'opposition respecte bien les énonciations. Ces énonciations, donc on les rappelle brièvement, le créancier doit toujours, à peine de nullité, indiquer dans la lettre le chiffre et les causes de sa créance, ainsi qu'une élection de domicile dans le ressort de situation du fonds. Donc il faut bien avoir à l'esprit que c'est une réforme qui est à double tranchant. Parce qu'en évitant l'huissier, le créancier inexpérimenté, celui qui a moins l'habitude de se manifester, il risque de voir son opposition annulée pour omission de mention obligatoire. Ça veut dire qu'ici, il se dit « Ok, je peux faire une opposition par lettre commandée ». Par contre, il n'est pas forcément au courant de toutes les énonciations, de toutes les mentions qu'elle doit contenir, et il se fait avoir comme ça. Donc il faut faire attention. Donc on peut il faut également vérifier la prescription de la créance, en sachant que depuis la réforme du 17 juin 2008, la prescription décennale est maintenant passée à 5 ans. Les créances commerciales se prescrivent par 5 ans. C'est l'article L110-4 du Code de commerce. D'autant qu'il est important aussi de souligner que l'opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce n'a pas pour effet d'interrompre la prescription. Donc ici, encore une fois, je le rappelle, vous n'êtes pas juge en tant que notaire du fonds et vous pouvez tout à fait ignorer l'existence d'éventuels autres actes interruptifs de prescription. Donc ça, c'est pas votre job là-dedans. Donc en principe, le vendeur qui veut toucher son prix également doit obtenir la main levée des oppositions devant le président du TGI en référé. Ça, c'est l'article L141-16 du Code de commerce et c'est une décision qui là s'imposera au notaire. Alors, il faut également faire attention au fait que le créancier, il faut veiller à ce que le créancier ne vienne pas vous reprocher de ne pas lui avoir transmis le projet de distribution du prix, ni de l'avoir informé de la volonté du cédant de ne pas vouloir régler sa créance, par exemple. Parce que parfois, effectivement, c'est des créances qui sont contestées, et ça, il faut vraiment informer les créanciers qu'il y a une contestation qui ne va pas pouvoir être réglée à ce titre-là. Donc en fait, il faut vraiment avertir quand on va s'engager vers un échec de la distribution amiable, il faut vraiment l'informer et l'inviter à saisir le président du tribunal de commerce pour qu'un séquestre répartiteur soit nommé. Parce qu'en effet, on doit le notaire qui est chargé de la vente et de répartir le prix doit tout faire pour mettre en œuvre la distribution du prix dans les 3 mois, 5 mois désormais, de l'acte de vente. Ça, c'est l'article L143-21 du Code de commerce. Alors à présent, je vais consacrer quelques développements rapides au délai de solidarité fiscale. On accélère un peu. Donc on va accélérer. Très brièvement, si vous prenez les textes, donc l'article 1684 du CGI et l'article 201 du CGI, on s'aperçoit qu'on a quand même des grosses difficultés sur le point de départ du délai. Quand est-ce que le délai de solidarité fiscale commence à courir? Je ne sais pas si certains s'en sont rendus compte, mais les textes sont très peu clairs. Pour aller très vite, au Cridon, justement, on avait une réunion de travail et l'idée, très schématiquement, c'est de faire prévaloir les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1684 du CGI. Parce qu'ici, on retombe sur nos pattes, on retombe sur les délais en fait imposés par l'article L143-21. Donc très brièvement, je passe sur les développements ici qui expliquaient un petit peu le pourquoi de ces hésitations. En résumé, si vous avez une chose à retenir, c'est si la déclaration à l'administration fiscale a été effectuée dans les 60 jours du BODAC, le délai de solidarité fiscale va courir à compter du jour où la cession a été publiée. Et cette cession, elle doit être publiée dans les 15 jours de la vente. Donc ce qui nous fait 15 plus 90, puisque maintenant le délai de solidarité fiscale est de 90 jours et non plus de 3 mois. Donc on est à 105 jours au plus court. Et en l'absence de déclaration, si rien n'est fait, si les choses suivent leur cours sans qu'aucune déclaration n'ait été effectuée, le délai dans ce cas-là est augmenté de 60 jours. Donc on passe à 165 jours. 105 plus 60, 165 jours.
Et donc, je rappelle très brièvement, mais là c'est un peu une hypothèse d'école, que le délai peut être amené à 30 jours maintenant, si le cédant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale, et qu'il a fait parvenir à l'administration fiscale la déclaration de son bénéfice réel, accompagnée d'un résumé du compte de résultat. Donc voilà brièvement pour le délai de solidarité fiscale. Et je rappelle, avant de laisser la parole à Vincent Malacigné, que parallèlement à ce délai, il faut respecter également le délai d'indisponibilité légale du prix, donc qui est de 10 jours à compter de la parution au BODAC. Donc maintenant on sait à peu près quand distribuer le prix. On va maintenant nous intéresser à comment le distribuer, et je laisse la parole au professeur Malacigné. Merci beaucoup. Alors, là, comment distribuer amiablement le prix de cession? L'idée, c'est de voir schématiquement, en à peine 20 minutes, ce que vous devez faire en procédant par étapes. Et en respectant le calendrier qui vient de vous être exposé avec des subtilités assez excessives en raison des modifications successives de la loi. Vous allez procéder en 3 étapes. La première étape, vous allez réceptionner les demandes des créanciers et arrêter un prix définitif. Il va falloir arrêter un prix définitif. Ensuite, sur la base de la liste des créanciers que vous allez pouvoir établir, eh bien, vous allez élaborer votre projet de distribution, et là, il faudra respecter certaines règles de classement, vous le savez, et de combiner ces règles de classement avec eh bien, la fameuse division tripartite du prix de cession. Bon. Et puis, la 3e étape, une fois que vous avez votre projet, eh bien, il faudra tenter la distribution, c'est-à-dire obtenir l'accord, et puis payer, désintéresser tous les créanciers, et normalement pouvoir enfin verser le solde tant attendu du vendeur. Alors, nous allons donc débuter par la première étape, à savoir réceptionner les demandes des créanciers et arrêter un prix définitif. Vous avez schématiquement les créanciers chirographaires, qui normalement vont devoir formuler une demande d'opposition. Ensuite, vous avez les créanciers inscrits, on va voir ce qu'il faut entendre par créancier inscrit. Et puis, enfin, eh bien, vous pouvez avoir des créanciers privilégiés dont le privilège est occulte, et tout particulièrement le Trésor, qui va se manifester tardivement au moyen d'une voie d'exécution à la vie à tiers détenteur. Autrement dit, dans le cadre de cette première étape, il va falloir gérer les oppositions, gérer les inscriptions et gérer les saisies. Alors, gérer les oppositions, évidemment, c'est ce qui vient de vous être exposé, donc je vais très vite. Quand vous avez une opposition, que faut-il faire? 1, regarder s'il y a toutes les mentions, voilà. Et 2, est-ce que le délai est respecté? Si ces 2 éléments sont respectés, vous gardez l'opposition. Si ce n'est pas respecté, vous la mettez de côté. Bon. Ensuite, il faut surtout gérer les inscriptions. Pourquoi faut-il gérer les inscriptions? Parce que vous le savez, il faut garantir l'acquéreur d'une acquisition libre de toute inscription pour pas qu'il y ait de droit de suite qui lui soit opposable. Donc vous allez demander un état des inscriptions. Donc ça, je ne vous apprendrai rien. Faites attention, parfois il faudra faire des demandes complémentaires, notamment s'il y a des succursales, s'il y a des brevets, etc. Faites attention. De même, si vous avez le vendeur actuel a acquis le fonds depuis moins de 10 ans, il n'est pas inutile de demander un état des inscriptions du chef des précédents propriétaires. D'accord ? Ça, ce n'est pas inutile. Alors, une fois que vous avez votre état des inscriptions, s'il n'y en a pas, c'est tant mieux pour vous, mais généralement, il y en aura. Et donc là, il va falloir analyser ces créanciers inscrits. Alors, le souci, c'est que tous les créanciers inscrits ne se valent pas. D'accord ? Vous devez prendre en considération les créanciers inscrits qui sont titulaires d'un droit de suite. Or, tous les créanciers inscrits ne sont pas titulaires d'un droit de suite. Et notamment, le Trésor n'est pas titulaire d'un droit de suite et d'un droit de surenchère du 10e. Bon. Or, pour arrêter le prix de cession définitif, ce qui est important, c'est s'assurer
que les créanciers inscrits titulaires d'un droit de suite vont soit être intégralement payés, soit, s'ils ne sont pas intégralement payés, eh bien, vont accepter le prix disponible, le prix qui sera disponible. Or vous, et c'est ce que vous a dit Maître Regaraz, vous ne pouvez pas savoir au départ si vous serez en mesure de désintéresser intégralement les créanciers inscrits. Alors, donc vous allez devoir quoi? Eh bien, tout simplement demander une dispense de purge ou, à défaut, respecter la procédure de purge. Donc ça concerne quels créanciers très concrètement? Il faudra, donc ce seront les créanciers qui seront inscrits et qui disposent d'un droit de suite sur le fonds, donc privilège du vendeur, du fonds, et créanciers nantis sur le fonds. Mais vous pouvez aussi avoir des créanciers inscrits et titulaires d'un droit de suite sur un élément, un meuble qui compose le fonds. D'accord? Par exemple, créancier nanti sur l'outillage et le matériel, par exemple, gage sur stock, gage de droit commun sur un meuble sans dépossession régulièrement publié. Il y a un droit de suite. Bon. Donc, pour ces créanciers, il faut absolument soit obtenir la dispense de purge pour le créancier, donc le privilège du vendeur de fonds, le créancier nanti sur le fonds, le nantissement sur l'outillage et le matériel. Pour les autres, il faudra une main levée. Une fois que vous êtes parvenu à obtenir cet accord, eh bien, il faut encore penser aux saisies et aux avis à tiers détenteurs. Parce que vous avez les créanciers opposants, vous avez les créanciers inscrits, au sens où je viens de vous l'exposer, mais vous pouvez vous dire, c'est bon, c'est fini, ça s'arrête là. Non, parce que effectivement, comme cela vous a été exposé, vous pouvez avoir un créancier, et notamment le Trésor, qui va vous adresser un avis à tiers détenteur tardivement. Or, le Trésor, il va primer la plupart des créanciers inscrits. Donc ça veut dire que votre liste, elle va évoluer au fil du temps. Donc il faut être vigilant. Et vous pouvez avoir plusieurs ATD. D'accord? Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce point, puisque toutes les personnes qui vont pratiquer une voie d'exécution et qui vont respecter les conditions de régularité d'une voie d'exécution, eh bien, pourront faire valoir leurs droits dans le cadre de votre distribution, dès lors que cette voie d'exécution intervient avant la distribution. Alors, une fois que vous avez géré, réceptionné ces demandes et arrêté le prix définitif, eh bien, vous pouvez passer à la deuxième étape. C'est-à-dire que vous avez votre liste qui, je vous le rappelle, peut évoluer, et maintenant, il faut élaborer le projet. Alors, élaborer le projet, ça veut dire classer. Vous allez classer vos créanciers et vous allez les classer en divisant, en respectant la division tripartite du prix. Vous le savez, le prix de cession, il est divisé en 3 parties, et concrètement, ça se matérialise par 3 colonnes. Vous divisez, il y a le prix, donc vous allez ventiler le prix de cession entre les éléments incorporels, tout d'abord. Ensuite, vous avez le matériel. Et enfin, 3e colonne, vous avez les marchandises. Et c'est très important de procéder à cette division tripartite, puisque vous allez avoir des créances qui vont s'imputer éventuellement proportionnellement par rapport à la valeur de chacune de ces colonnes, mais certaines créances vont s'imputer uniquement sur 1 ou 2 colonnes, et pas forcément sur les 3. Si vous avez un nantissement matériel et d'outillage, ce n'est pas sur les éléments incorporels, ce n'est pas sur les marchandises, c'est sur le matériel. D'accord ? Donc, il faut vraiment procéder à cette division tripartite. Une fois que vous avez cette division tripartite, il va falloir la combiner avec un classement. Alors, le classement, je vais vous rappeler, me contenter, parce que vous le connaissez, mais je vais me contenter de rappeler les principaux principes en insistant sur certains points. Je vous rappelle que, normalement, on prend en considération la qualité du privilège, et non pas la date de naissance de la créance ou la date de l'inscription. C'est le principe, il y a des exceptions, mais le principe, c'est que l'on prend en considération la qualité du privilège. Ensuite, autre principe important, c'est que les privilèges spéciaux, mobiliers spéciaux, vont primer
les privilèges mobiliers généraux. Les spéciaux priment les généraux. Mais, ce serait trop simple sinon, mais, sauf pour certains privilèges généraux. C'est-à-dire que le principe, les spéciaux priment les généraux, mais certains généraux priment les spéciaux. Et quels sont les généraux qui priment les spéciaux? Ce sont les frais de justice, ça vous concerne directement, et le privilège du trésor. Donc, en premier intervient le privilège des frais de justice, et on assimile à ces frais de justice vos honoraires et frais de distribution. Donc, vous pourrez intervenir en premier. Bon, mais ça, vous le savez. Ensuite, normalement, on vous dit, après vos honoraires et frais de distribution, intervient le privilège du trésor. On dit toujours, le privilège du trésor prime tout le monde. C'est vrai, mais pas totalement. Donc faites attention, le privilège général du trésor, il est censé primer tout le monde, mais pas tout le monde, parce qu'en fait, il faut distinguer selon le type d'imposition en cause. Il y a les contributions directes, d'une part, et taxes sur le chiffre d'affaires, droit d'enregistrement, et d'autre part, il y a les contributions indirectes. Et s'agissant tout d'abord des contributions directes, eh bien, le privilège du trésor sera primé, il sera primé par le créancier nanti sur l'outillage et le matériel, hein, si toutes les conditions sont réunies, donc ça, mais elles ne le sont pas toujours, mais faites attention. Ensuite, il pourra être primé toujours par rapport aux contributions directes. Et là, il faut faire attention par les droits qui sont nés du chef d'un précédent propriétaire, par rapport au vendeur actuel. Si, lors de la précédente vente, ça n'a pas été purgé, faites attention. Faites attention, eh bien, le privilège du trésor sera primé. Donc, vous voyez que pour les contributions, alors c'est très simplifié ce que je vous présente, pour les contributions directes, le trésor peut intervenir en rang 4. D'accord ? Ensuite, si on passe aux contributions indirectes, eh bien, pour les contributions indirectes, le privilège du trésor, il sera primé par le bailleur d'immeuble, mais le bailleur d'immeuble pour les uniquement 6 derniers mois d'arriérés de loyer. D'accord ? Donc si ça va au-delà de 6 mois, il n'est pas primé. Pour les 6 derniers mois, il est primé. Et je vais accélérer. Ensuite, vous arrivez, eh bien, donc là, c'est le bilan. Vous arrivez aux privilèges mobiliers spéciaux. Les privilèges mobiliers spéciaux, vous aurez le bailleur d'immeuble pour les arriérés de loyer qui viendront au-delà de 6 mois, qui va généralement primer le privilège du vendeur de fonds de commerce et le créancier nanti. Ensuite, vous aurez le privilège du vendeur de fonds, qui lui fonctionne, vous le savez, alors généralement il prime tous les nantissements sur le fonds. Bon, pourquoi ? Parce que normalement les nantissements antérieurs ont été purgés. Bon, et de toute manière, le privilège du vendeur, il rétroagit au jour de la cession. Donc normalement, votre privilège du vendeur, il prime tous les créanciers nantis sur le fonds du chef du vendeur actuel. Ensuite, ce privilège, il fonctionne de manière très particulière, vous le savez, parce que le privilège du vendeur, on parle de fractionnement du privilège. En fait, c'est comme s'il y avait 3 privilèges du vendeur, puisqu'il faut diviser le privilège du vendeur pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. Et notamment, lorsque vous aurez des paiements partiels, je suis obligé d'aller très vite, les paiements partiels s'imputent, il y a une règle d'ordre public, s'imputent dans un certain ordre. Tous les paiements partiels s'imputent d'abord sur les marchandises, ensuite sur le matériel et à la fin sur les éléments incorporels. De sorte que généralement à la fin, il vous reste que les éléments incorporels. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut doubler le privilège d'un nantissement sur le fonds. Donc, le privilège du vendeur de fonds, et puis enfin, les créanciers
nantis sur le fond. Une fois que vous avez vos privilèges spéciaux traités, eh bien, il reste les autres privilèges mobiliers généraux, et notamment les salariés. Les salariés qui ont finalement un rang pas très favorable. On pense toujours super privilège dans le cadre d'une procédure collective. Là, on voit que les salariés interviennent en rang peu utile. Et enfin, vous avez les chirographaires qui sont traités au marc-l'euro. Alors, une fois que vous avez un classement, eh bien, il faut tenter une distribution amiable du prix. Alors, tenter une distribution amiable du prix, cela vous a été dit, il faut absolument un accord unanime. D'accord ? Donc, s'il y a un refus abusif, on pourra, dites-le, là, c'est là où il faut faire un peu pression, dites attention, tout refus abusif pourrait engager votre responsabilité, mais surtout, vous pouvez leur dire, tout refus va conduire à une autre procédure, et dans le cadre de cette autre procédure, cette fois-ci judiciaire, entre guillemets, là, d'autres créanciers pourraient participer. Donc dites aux créanciers récalcitrants, faites attention, il y a peu de chances pour que vous soyez aussi bien payé. Donc ça, c'est une arme dont dispose le notaire. Mais si vous avez un créancier qui refuse, eh bien là, il faudra passer la main, entre guillemets, et qu'une autre procédure soit ouverte. Juste une petite précision. Souvent, au moment du paiement, quand cette phase arrive, on vous dit, la jurisprudence dit que le Trésor qui a pratiqué un avis à tiers détenteur, il faut le payer tout de suite. Alors, c'est faux en réalité. Pourquoi on vous dit ça ? On vous dit, un avis à tiers détenteur, effet attributif immédiat, mais, d'une part, effet attributif immédiat, normalement, le Trésor acquiert la propriété immédiatement de la créance. Encore faut-il que la créance saisie soit disponible. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas encore, cette créance. Elle n'est pas disponible, puisqu'il y a un délai d'indisponibilité. Bon. Et de surcroît, quand il y a un avis à tiers détenteur qui est adressé, il y a un délai de contestation. Il y a un délai de contestation de cet avis à tiers détenteur. Ce délai est de 2 mois, et ce délai de 2 mois, il court à compter de l'information qui en est faite au redevable. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas payer tout de suite le Trésor, et de surcroît, il ne faut pas le payer tout de suite parce que vous pouvez avoir plusieurs avis à tiers détenteurs qui seront adressés par le Trésor pour des créances fiscales de nature différente. Or, il y a un rang entre créances fiscales. D'accord ? Donc, pas de paiement immédiat. Voilà, donc une fois que vous avez tout cela, eh bien, juste avant de payer, vérifiez tout de même qu'il n'y ait pas eu l'ouverture d'une procédure collective, parce que s'il y a l'ouverture d'une procédure collective, et ça arrête ipso facto votre distribution. Voilà ce que je pouvais dire sur tout le processus, et je passe la parole à Maître Régaras pour un propos conclusif. Donc très très rapidement pour conclure, comme Vincent l'a déjà souligné, effectivement, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit pour le notaire qu'il faut bien insister et dire aux créanciers qui refusent de se manifester, de donner son accord, que effectivement, il peut engager sa responsabilité, et 2, que si on s'engage dans une distribution judiciaire, effectivement, on va faire participer potentiellement des créanciers qui se seront mal manifestés, qui auront fait une opposition tardive. On recommence à zéro, donc c'est quand même prendre un risque bien inutile. Donc ça, c'est vraiment un point, je pense, qui peut influencer leur décision et leur volonté de se manifester et de donner leur accord. Si malgré tout, ça peut arriver, ça arrive, le notaire s'aperçoit que la distribution amiable ne peut pas avoir lieu dans de bonnes conditions, il n'y a pas d'accord, etc., on ne va pas y arriver. Donc à ce moment-là, le notaire doit demander la consignation du prix à la CDC, et on s'engage ensuite dans la seconde phase, qui est la procédure de distribution des deniers de manière judiciaire. Et en tout état de cause, une fois la période maximale prévue par la loi pour réaliser une distribution amiable, ou encore en cas de refus d'une partie à la distribution, toute personne peut saisir le président du tribunal de commerce pour désigner un tiers répartiteur. Et donc c'est ici qu'on ouvre une autre procédure de distribution que vous avez dans l'extrait qui a été joint dans la pochette de l'ouvrage de Stéphane Rezek. Et voilà, notre intervention s'arrête ici puisqu'on ne traitait que de la distribution amiable. Voilà.
Donc évidemment, là, on est parvenu, on a tenu le bien. temps. Hein. On est bien. Et donc, vous avez 15 minutes pour qu'on puisse échanger, si vous avez Ou pas, des questions. C'est comme vous le souhaitez. Merci. Bravo pour ces explications. On n'a qu'une envie, c'est de faire des répartitions de prix de vente de fonds de commerce maintenant. Je m'en doute. Je voulais juste revenir, vous avez commencé en évoquant le cantonnement. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en pratique ou très rarement? Et en quoi ça consiste? Parce que... Alors moi je ne peux pas me baser sur mon expérience personnelle parce que j'ai très peu de pratique en matière de vente de fonds de commerce en tant que notaire, j'en ai fait. Moi je l'ai très rarement vu. Alors je ne sais pas s'il y a des confrères dans la salle qui ont eu des cantonnements. Je vois des visages dubitatifs. A priori, voilà, non, c'est pas très pratiqué a priori. Parce que c'est vrai que dès qu'on a recours au juge, on sait que ça va ralentir, on sait que ça va être compliqué, et en général, les gens sont extrêmement hésitants, quoi. C'est vraiment dans des cas particuliers, peut-être quand on a des rapports privilégiés avec un créancier, on dit voilà, je vais tout faire pour que vous soyez payé par priorité, pour qu'on puisse continuer à travailler, un fournisseur, peut-être que dans des cas comme ça, on doit pouvoir effectivement avoir des cantonnements, mais c'est vrai qu'en pratique... Déjà, il faut savoir que ça existe, et quand on le sait, le mettre en pratique, c'est pas forcément simple. C'est surtout qu'il y a toujours le problème du rang, du classement. Oui, donc, c'est très compliqué. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, on peut payer, puisque si vous n'avez pas le trésor qui s'est encore manifesté, qu'on ne connaît pas l'étendue du passif fiscal, derrière, si le créancier qui va absolument être payé tout de suite, un simple fournisseur qui n'a rien, aucune garantie, il passe après. Hein, donc on ne peut pas comme ça le payer. Donc je pense pas que ce soit c'est tellement compliqué au regard des délais que ce soit tant pratiqué que cela, mais sous réserve. Une autre question, c'était sur la rémunération, parce que vous avez parlé du privilège des frais de justice. Donc comment, parce qu'on comprend bien qu'il y a un temps fou qui peut être passé sur certains dossiers à étudier le rang, etc. Donc concrètement, comment ça se passe et du coup, ces privilégiés, ça passe en premier, c'est ça que vous avez dit en fait. Oui, c'est les frais, c'est uniquement les frais du processus, du projet de distribution amiable. Hein. Ça ne va pas être tous les frais qui sont en honoraire libre hein, pour la rédaction des ventes de fonds de commerce. Là, ça va être uniquement la partie, alors après, qui elle aussi, hein, sauf erreur, est en honoraire libre. Mais il faut avoir déterminé ça conventionnellement avec le client en disant, bah voilà, ici, effectivement, au départ, puis on peut éventuellement l'aménager après. Si on s'aperçoit que c'est un projet extrêmement compliqué qui va demander énormément de temps, il faudra bien que ça ait été approuvé avant quand même. Et à ce moment-là, oui, on peut majorer les frais en fonction du temps passé, ce qui paraît normal. Et là, ça viendra effectivement en premier rang. Mais ce n'est pas la totalité des honoraires du notaire. Oui, je vous remercie de votre exposé qui était très clair, même s'il était très rapide. Dans beaucoup de ventes de fonds, enfin celles où en tout cas j'ai procédé, il n'y avait pas de marchandises. Et très souvent, on se doute bien qu'il y en a peut-être, mais bon, on n'en a pas dans notre prix. Et donc vous avez insisté sur la répartition tripartite. Alors comment faire dans ce cas-là, quand on se retrouve avec éventuellement un privilège ou un nantissement, comment faire pour... Je ne pense pas que ça pose une grande difficulté, surtout que sur les règles d'imputation, alors je n'ai pas pu développer, mais vous savez, si vous avez un paiement partiel comptant, c'est-à-dire que nécessairement, là on va traiter, il y a eu une vente antérieurement, donc le vendeur actuel a acquis ce fonds normalement, ce qui fait qu'il y a eu ce privilège du vendeur, et donc le vendeur, votre client, et l'acquéreur, il y a eu un paiement peut-être comptant, un paiement qui a été fait comptant, et puis le reste. Bon. Donc le paiement comptant, au début, vous pouvez l'imputer librement. Et généralement, cette imputation libre, vous le faites essentiellement sur les éléments incorporels.
Et après, vous avez tous les éléments. Oui, ici, en fait, ouais, il faut renverser l'ordre des imputations, en fait. Oui. Hein, et ça c'est important, parce que sinon, ça va s'imputer en priorité sur les marchandises. Voilà. Hein, donc, tout à fait. en fait, on impute sur les éléments incorporels. Donc là, dans votre Par situation, vous imputerez sur 0. Sur 0. Oui, alors je n'évoquais pas forcément seulement le privilège de vendeur, mais par exemple, je vois sur l'état des nantissements, Oui. un nantissement sur, je ne sais pas moi, un gage. Gage de stock. Voilà. Et dans ma vente, je n'ai pas de marchandises révélées. Là, vous respectez le droit commun avec l'assiette de la sûreté. Donc, le fait qu'il y ait 0, qu'il n'y en ait donc pas. là, bon, tant pis pour lui. En sachant quand même aussi que le fonds de commerce, c'est une universalité et que les paiements entre les parties, c'est-à-dire s'ils se règlent les marchandises entre eux et qu'ils ne le font pas apparaître, ça serait inopposable aux créanciers. Hein. Oui. Donc ils auraient quand même un autre biais pour se faire payer. Hein. Pour le reste, pour les privilèges qui vont pouvoir s'imputer sur tout, bon, bah, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez parlé tout à l'heure du cas où ça bascule en procédure collective et qu'il faut qu'un tiers soit désigné pour répartir le... Non, c'est pas. En fait, c'est pas un tiers qui est désigné. Si vous vous apercevez qu'il y a une procédure collective qui est ouverte en fait au moment où vous devez distribuer, il y a déjà deux dangers. C'est un, il y a votre vente, il y a de très fortes probabilités qu'elle ait été passée en état de cessation des paiements, donc elle peut être annulable sous certaines conditions. Et deux, de toute façon, là, le processus de distribution, il s'arrête. Les fonds, ils sont remis au liquidateur. Si c'est une liquidation judiciaire, on discute pas. C'est l'article R 622-19, je crois. R 622-19. Voilà, c'est ça, ouais. Je l'ai souvent en tête, celui-là. Ouais. Donc, que le notaire ne peut jamais être désigné dans le cadre de cette procédure. Après, pourquoi pas, si, dans un deuxième temps, par le liquidateur ensuite, enfin, en général, c'est le liquidateur c'est lui qui va régler l'ordre des créanciers, hein, qui va colloquer tous les créanciers. Donc, on n'a pas besoin de repasser par un processus, puisqu'ensuite, on va remettre les fonds dans l'actif de la procédure, et puis on va recolloquer tout le monde sans spécificité sur le fonds de commerce. Il faudra les recolloquer. Exactement, mais... Voilà, c'est ça. On passe la main, mais il n'y a plus de processus spécifique de distribution du prix de vente du fonds. On repasse dans l'actif de la procédure collective, on rebascule. Je voudrais savoir si l'élaboration d'un projet de distribution avec l'accord unanime de tous les créanciers est nécessaire dans les dossiers de cession de fonds de commerce simples où on n'a pas trop d'opposition. Et non, lorsque ici, le prix est suffisant. Si le prix de vente couvre l'ensemble des créanciers, il vous faut seulement l'accord du vendeur, évidemment, pour les payer. D'accord. Mais il n'y a pas besoin de l'accord. Non, le créancier qui s'est manifesté, lui, il s'est manifesté pour une créance, il ne va pas contester sa propre créance. Donc, a priori, là, on est bon. Et le vendeur, il faut simplement que lui soit d'accord. En revanche, c'est vrai que si on lui demande 3 000 alors qu'il dit je dois 2, là, ça va être... il faut vérifier, quoi. Alors ici, ouais, je répète la question parce que tout le monde... Donc, la notion d'accord unanime, en fait, c'est l'accord unanime du projet. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent... ils doivent recevoir, effectivement, si c'est un créancier chirographaire ou des créanciers qui viennent au même rang et qu'on doit faire un paiement au Marl'Euro, oui, il faut... Oui, Marl'Euro, c'est Marl'Euro. Et oui, évidemment, il faut que si eux ils se sont manifestés pour 100 et qu'ils reçoivent que 12, il faut qu'ils donnent leur accord pour recevoir. Voilà. Mais parce que ça peut être une solution envisageable si tout le monde est d'accord. Vous voulez dire après de remodifier les droits de chacun? Oui. Enfin, s'ils sont tous d'accord, moi ça me pose pas de problème majeur. Enfin, ça sera rare. Ouais, hein. Si un créancier de premier rang il dit moi je suis d'accord pour avoir la même chose que le chirographaire, mais on peut imaginer que si tout le monde est d'accord, oui. D'accord.
Parce qu'un créancier qui s'est manifesté, qui a fait opposition pour 100 et qui finalement dit j'accepte de recevoir que 50, il a parfaitement le droit de le faire. À partir du moment où on a une manifestation écrite en disant voilà, parce que c'est vrai que ça je l'ai vu dans des dossiers, effectivement, parfois pour fluidifier certaines choses. Ça bien sûr. Là, c'est un domaine purement conventionnel. C'est une créance, on peut tout à fait renoncer partiellement à être payé. Ça, il n'y a pas de problème particulier. Juste, je précise, je vous l'ai dit très rapidement, mais c'est quand même une arme de dire à un créancier qui commence à contester, de lui dire, écoutez, au regard de mon projet, on est à, je dis n'importe quoi, mais en exemple, 100 000 de créances. Si vous voulez vraiment être jusqu'au-boutiste, on va passer à une autre procédure, mais là, tous les créanciers pourront de nouveau se manifester, et on n'aura plus 100 000 euros de créances, mais 200 000, et donc vous aurez encore moins. Donc c'est aussi c'est à ce moment-là, et clairement le créancier qui va commencer à rechigner un peu, c'est celui qui va être en rang peu utile. C'est celui qui reçoit rien en fait, parce que lui ça change rien, lui il dit qu'on soit. Donc alors ici on peut peut-être par contre basculer effectivement sur le fait que si c'est un refus abusif, il peut engager sa responsabilité. C'est-à-dire que personne n'est responsable du fait qu'il vient dans un rang qui ne lui permet pas d'être payé. C'est l'ordre, c'est la loi. Il y a pas... Donc le fait qu'il fasse un caprice, entre guillemets, en disant voilà, puisque je ne reçois rien, je ne me manifeste pas, et puis c'est comme ça, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on peut basculer en disant attention, c'est un refus abusif qui peut engager votre responsabilité. C'est là-dessus qu'il faut jouer en fait. Attirer l'attention sur le délai de prescription de 5 ans en introduction sur la prescription des créances. C'est la conclusion. Que c'était le nouveau délai de prescription en fait. Non, c'est la conclusion, la conclusion de l'acte qui a engendré la créance, c'est ça. Tout ça. Il n'y a pas de spécificité particulière. Parce que souvent, maintenant, on dit prescription commerciale. Avant, c'était différent. Parce qu'il y avait 10 et 30, en fait, en gros. Maintenant, c'est 5. Voilà. Mais c'est simplement que vous avez un dispositif, en substance, vous avez un dispositif particulier, un texte spécial dans le code de commerce. Mais franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on reprend le droit commun, si vous voulez. De manière schématique. D'autres questions ? Nous avons assommé avec cette distribution. Les visages consternés. Bon, merci à tous alors. Merci à tous.